Space News 79. La situation difficile autour de la Terre, et un autre sauvetage. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 9 mai 2025. Il peut être conseillé de regarder les épisodes 76, 77 et 78 des Space News avant celui-ci pour mieux comprendre de quoi je parle. Dans la première nouvelle d'aujourd'hui, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, l'ambassadeur Assed Nidia a donné un ultimatum à la Fédération galactique locale, exigeant qu'ils ordonnent à la flotte des 5 vaisseaux étortants de s'éloigner de l'orbite haute de la Terre avant la fin de la semaine dernière, car plusieurs races stellaires présentes ici voient leur présence comme un prélude à la guerre, car toutes leurs cultures ont eu de très mauvaises expériences avec les étortants dans le passé. Les demandes des Antariens ont été soutenues par les Urma et par nous, les Tejet, qui représentons également l'ensemble du Conseil d'Alcyon M45 ici, mais nos demandes n'ont pas été satisfaites, car la Fédération galactique locale n'a tout simplement rien fait, et les étortants sont toujours là dans l'orbite terrestre haute avec leurs 5 vaisseaux de guerre néfastes. Les Antariens ont respecté leur ultimatum, et mardi matin dernier, le 6 mai 2025, leur 7e flotte est arrivée ici dans l'orbite terrestre haute, et s'est positionnée à environ 400 000 km d'altitude, bien à l'intérieur de l'espace aérien désigné de la Terre. La 7e flotte d'Antaria se compose de 24 grands vaisseaux de guerre de dernière génération, et ils sont ici pour contrer la présence et la menace perçue des étortants. Avant l'arrivée de la flotte antarienne, les vaisseaux de patrouille Urma à longue portée dans les environs d'Orion signalent qu'au moins 50 vaisseaux de la Fédération d'Orion se préparent à prendre la route, mais leurs destinations ne sont pas claires pour le moment, et jusqu'à présent au moment où j'écris ces mots, aucun d'entre eux n'est arrivé en orbite terrestre. Pourtant on peut supposer sans risque que c'est leur destination. À l'heure actuelle, les étortants ont 5 vaisseaux de guerre en orbite autour de la Terre, et les Urma en ont aussi 5, leur vaisseau amiral, l'Avian 1, et 4 cuirassés de classe Claw, créant une impasse entre les deux. Comme les étortants d'Orion ont une flotte entière prête à prendre la route, les Urma disposent également d'un nombre non divulgué de vaisseaux de guerre prêts à naviguer, directement sur leur planète d'origine en orbite autour de l'étoile Vega, à seulement 25 années-lumière de la Terre, et pour les standards modernes des vaisseaux spatiaux cela représente environ 10 minutes de site, temps interne du vaisseau. Alors que les tensions ont considérablement augmenté ici ces dernières semaines, j'ai eu la brillante idée de me proposer comme médiateur entre Antaria, les Urma et le détachement étortant. Idée que le roi Rour a plus tard déclaré que je m'étais précipité parce que la diplomatie avec les étortants au visage de crêpe ridée ne serait qu'un labyrinthe de mensonges, de fausses promesses et de trahisons. Les étortants ont répondu à ma proposition d'être médiateur, en déclarant, je cite, qu'ils ne sont pas intéressés à parler à une jeune fille non préparée qui est manipulée par un groupe de chats surdimensionnés infestés de puces. Je ne suis pas manipulé, je suis l'un de ces chats infestés de puces. Mon âme l'est, en plus d'être Tejet, bien sûr. À part les insultes, voici la situation actuelle en quelques mots. Il y a une forte impasse militaire entre 2 forces principales ici, les étortants avec leurs amis du Conseil d'Orion d'un côté, et la Confédération Urma de l'autre, avec les Antariens au milieu avec une flotte très puissante, qu'ils déclarent être pour le maintien de la paix, mais ils se rangent du côté des Urma. Et puis nous, les Tejet, également au cœur de tout cela, mais essayant toujours de résoudre les choses par la diplomatie car nous représentons également l'ensemble du Conseil d'Alcyon, et avec une flotte modérée de 9 vaisseaux présents ici. Et pendant que toutes ces choses très dangereuses se déroulent, la Fédération galactique ne fait rien et ne dit rien. Ce qui est également pratique pour nous car nous avons pu continuer nos opérations de sauvetage pendant qu'ils détournent le regard, comme je le mentionnerai plus loin. Je sais que beaucoup d'entre vous, mes spectateurs, se demandent pourquoi les autres races stellaires des Pléiades ne viennent pas ici pour aider, ou pour être présentes avec leurs vaisseaux, pour augmenter la pression diplomatique, par exemple. La réponse est que nous avons un accord au Conseil d'Alcyon, qui est l'organisation qui sert les intérêts de toutes les races stellaires dans le groupe d'étoiles M45 des Pléiades. Toutes les races des Pléiades ne sont pas militairement fortes, elles comptent sur leurs amis pour leur protection. Et ceux qui sont forts, comme les Engan ou les Solaciens, sont chargés, par accord, de patrouiller l'amas d'étoiles pour éviter de nouvelles invasions, et je dois dire que les Pléiades est un endroit très vaste. Mais peut-être la raison la plus forte pour laquelle ils ne viennent pas ici,
et que nous, au Conseil d'Alcyone, savons que cela ne ferait qu'aggraver les tensions ici. Ils n'ont pas besoin de venir, car les Urma seuls peuvent gérer toute situation, et puis il y a Antaria, qui est également présente ici, et qui est peut-être la nation stellaire humaine lyrienne la plus forte militairement, et bien qu'il soit également membre du Conseil d'Alcyone, le reste des nations stellaires qui sont membres de cette même organisation n'interviennent pas davantage pour des raisons diplomatiques principalement. Aggravant les tensions entre les deux parties, les services de renseignement Urma ont détecté la présence d'étortans en Antarctique qui parlent à des dirigeants de sociétés secrètes obscures de la Terre. Rendant les choses encore pires pour les étortans, les chats infestés de puces ont intercepté et décodé des messages et des transmissions hautement secrets étortants provenant de l'Antarctique, et maintenant les Urma ont une longue liste de futurs agendas que la cabale de la Terre contrôlée par les étortans prévoit de mettre en œuvre contre la population humaine. Les Urma ont partagé leurs informations avec leurs alliés, y compris nous, mais avec certaines restrictions, car ils gardent certaines informations vitales comme un atout dans leur manche, qu'ils pourraient utiliser plus tard pour exposer les étortans et leurs plans maléfiques à d'autres nations stellaires de la Fédération galactique, pour des raisons stratégiques. Comme l'ont exprimé les Urma, il est très peu probable que les informations qu'ils ont recueillies auprès des étortans soient de la désinformation et seulement une autre de leurs ruses, basée sur la difficulté d'obtenir de telles informations et sur sa nature même, qui peut être grandement corroborée par d'autres moyens. Nous réfléchissons encore aux informations que nous pouvons, et devons, partager avec le public, également pour des raisons stratégiques, mais les Urma ont déjà envoyé un message aux étortans en leur disant qu'ils savent maintenant ce qu'ils trament, et que le jeu est terminé pour eux. Mais les chats n'ont pas détaillé exactement quelles informations ils ont, même moi je ne connais pas le contenu complet de ce qu'ils ont intercepté. Pourtant, j'ai beaucoup d'informations entre les mains, mais les conséquences de les partager doivent être soigneusement étudiées avant que je ne publie quoi que ce soit. Il est connu que lorsque les plans de la cabale sont exposés, il semble qu'ils les annulent, mais en réalité, ils ne font que changer les dates auxquelles ils les appliqueront à la population de la Terre, et ils en modifient certains pour qu'ils ne puissent pas être facilement détectés et reconnus. Même lorsqu'ils sont exposés, leurs événements en plein exercice continuent. Ils ne font que changer le lieu, la manière, et à qui ils les feront. Un exemple en est le soi-disant agenda 10x2, puis 10x3. Faites le calcul, je ne peux pas être direct ici sur YouTube, qui semble être abandonné, mais plutôt transformé en agenda plus petit, plus gérable, plus facile à cacher et qui mène finalement au même résultat. Néanmoins, je vous le dis parce que les Urma ont déjà déclaré ouvertement que nous devrions donner au moins une partie, sinon la plupart, de leurs informations aux habitants de la Terre, également pour des raisons stratégiques, anti-étortans et anti-Orion. Mais ils ne peuvent pas tout donner, car il est également très pratique que les étortans ne sachent pas ce que nous avons d'autre et qui peut être utilisé contre eux. Je vous donnerai une liste des agendas que les Urma ont interceptés, et leurs dates probables dans une prochaine vidéo. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont qu'une liste de plans qui seront très probablement modifiés, simplement parce qu'ils savent que nous savons ce qu'ils trament, et parce que je les ai publiés. Veuillez également noter que la plupart d'entre eux sont déjà largement connus sur Terre, et certains même attendus, donc ils ne peuvent être qu'une sorte de confirmation, d'autres peuvent être entièrement nouveaux, mais rien de tout cela ne signifie nécessairement qu'ils se produiront. Les exposer les rendra beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, mais, comme je l'ai dit ci-dessus, la cabale a tendance à simplement déplacer les choses pour nous embrouiller tous. Passons à autre chose, mais étroitement liée à ce qui se passe, nous avons pu mener une autre opération de sauvetage réussie, seulement quelques jours après les 3 premières, car nous avons pu utiliser la confusion et le chaos que le nouveau conflit entre 2 nations asiatiques provoque dans leur région, comme couverture pour nos opérations. Je ne peux pas dire lesquelles ici à cause de l'algorithme de cette plateforme, mais veuillez regarder votre écran pour voir de quelle nation je parle. Pendant qu'ils étaient occupés à se battre, nos forces spéciales ont réussi à s'infiltrer dans les niveaux supérieurs de la plus grande base souterraine d'Asie, située sous certaines montagnes de l'Himalaya. En utilisant 8 vaisseaux d'attaque, nous avons réussi à prendre d'assaut 2 de leurs entrées simultanément, et les forces spéciales Tejet Hmalim sont entrées dans les niveaux supérieurs de ces installations, libérant 98 personnes, toutes mineures. L'opération a été un succès total. Personne n'a été blessé, des armes non létales ont été utilisées avec succès, mais nous avons perdu un drone de taille normale, que nous avons dû faire exploser pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Cependant, nous avons utilisé l'explosion de ces réacteurs à point zéro pour faire s'effondrer le principal centre de la gare souterraine de trains magnétiques de la base, le laissant sans transport pendant un certain temps. Parmi les personnes secourues se trouvent 18 jeunes femmes Tejet qui sont maintenant à bord du vaisseau spatial Alcyone, et 80 autres,
principalement des humains à part entière, 75 femmes et 5 garçons avec un âge moyen de 14 ans, mais certains n'ont que 4 ans. Les 80 non-tégètes ont été emmenés sur le vaisseau biosphère andromédien Viera, comme nous l'avons fait avec les précédents, pour être triés. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leurs inquiétudes concernant le fait d'emmener les enfants au Viera. Nous avons aussi de bons amis fiables là-bas. C'est un endroit très vaste, et toutes sortes de gens y vivent. Nous ne pouvons pas catégoriser tout le monde là-bas comme mauvais. Le premier groupe de personnes secourues a été très bien traité là-bas, et continue d'être traité aussi bien que possible. Parmi le premier groupe de filles secourues, celles qui restent dans le Viera et qui sont membres de sociétés humaines lyriennes pré-industrielles, et qui n'ont pas encore été renvoyées dans leur famille, nous ne pouvons pas simplement les renvoyer à leur lieu d'origine avant d'évaluer chaque cas individuellement, mais nos équipes travaillent d'arrache-pied sur ce sujet. Par exemple, 2 des jeunes filles, âgées de 5 et 7 ans, qui souhaitent être renvoyées à leur mère, ne pourront pas l'être, car nous avons découvert qu'elles ont été enlevées à leur famille dans l'année de référence terrestre 1812, il y a 213 ans, et que leur mère est décédée il y a plus de 150 ans. Ce sont les types de complications auxquelles nous sommes confrontés ici, et qui sont causées par l'utilisation et l'abus de vaisseaux spatiaux plus rapides que la lumière, principalement du programme spatial secret de la Terre, et de leurs alliés. Voyager sans assez de connaissances sur le temps, ni sur ce qu'ils font, et aussi de manière négligente, provoque des dilatations de glissements temporels qui sont parfois impossibles à résoudre. Nous ne pouvons pas simplement revenir dans le temps pour rendre ces enfants, car cela créerait une version alternative d'eux-mêmes, et cela causerait un plus grand désordre, et très certainement plus de traumatisme pour eux. Je devrais expliquer cela en détail dans une autre vidéo, mais mes prédécesseurs l'ont déjà fait. Un autre problème auquel nous sommes confrontés avec une autre petite fille de 9 ans du premier groupe secouru, c'est que sa société a été détruite peu de temps après son enlèvement. Elle a été dévastée par des tribus pré-industrielles voisines sur sa planète d'origine, lors d'un conflit territorial. Ainsi, même si elle se trouve dans la même ligne temporelle que celle dans laquelle elle était à l'origine, elle ne peut pas non plus être ramenée, donc elle sera intégrée dans une société interstellaire très avancée, tout comme les autres. Ces problèmes doivent être résolus le plus rapidement possible pour éviter de blesser davantage ces petites filles. Nos opérations de sauvetage se poursuivront et sont en cours, ce n'est plus un secret. Le problème est que la cabale déplace sûrement ses captifs, et les emmène encore plus profondément à l'intérieur de leur vaste réseau de bases souterraines. Cependant, il y a de nombreux niveaux, la plupart d'entre eux se situent en surface, où nous pouvons agir de manière plus efficace, et nous travaillons sur autant de sites que possible, quelle que soit l'identité des victimes. Et c'est là que je tiens à remercier les sponsors de ma chaîne, car vous avez tous accéléré toutes ces manœuvres de sauvetage, car tout ce que l'on fait sur Terre coûte de l'argent. D'innombrables personnes vous remercient plus que vous ne pourriez l'imaginer. Nous travaillons dur sur Terre, et aussi hors de la planète. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel